Donc heureux de vous accueillir pour cette deuxième conférence à Saint-Pierre. Ce soir, nous accueillons donc Sébastien Seguin, qui est, à que je ne dise pas de bêtises, chef de service études à l'INSEE, donc à La Réunion, Réunion Mayotte, pour être très précis. Alors, bon, on ne va pas commencer les statistiques, savoir si le quart, du tiers, de la moitié équivaut à notre public habituel, ça n'est pas là l'important. Vous avez tous, évidemment, une notion de ce qu'est l'INSEE. J'en dis un mot plus particulièrement. Et si je pose une question, par exemple, ce sont toujours des sigles de la langue française, et non seulement langue française, mais bref, que signifie INSEE? Qui répond? Des statistiques. Il manque quelque chose? Voilà, ça colle. Alors, on va demander aux spécialistes, bien sûr, de nous le dire. Les deux E pour études économiques, et ce qui est d'ailleurs une spécificité française. Dans la plupart des autres pays, on s'arrête à INS pour l'Institut national de la statistique, c'est-à-dire que ces instituts se limitent à mettre à disposition des informations statistiques, mais ne font pas les études associées. Alors c'est bien, donc vous avez déjà appris quelque chose. Bravo. Donc tous les ans d'ailleurs, vous le savez bien sûr, l'INSEE fait le recensement de la population et nous savons qu'à Saint-Pierre, nous sommes par exemple combien d'habitants? 80 000. Et c'est bon là comme réponse? C'est quoi, dans la commune? Dans la commune. À peu près, c'est possible, moi j'ai plus en tête le chiffre. C'est de cet ordre-là. Il y a un nouveau recensement en ce moment. Ah d'accord. Répondez. Il va falloir attendre les résultats. Ah d'accord, je crois que c'était 82, mais bon ça n'a pas d'importance. Voilà. Ok. Et évidemment, toutes ces enquêtes sont menées aussi, toutes les enquêtes sont aussi menées auprès des ménages et des entreprises. Et ce que je ne savais pas, vous voyez, c'est que l'INSEE est aussi chargé de gérer les grands répertoires comme Sirène Sirette, voilà, pour l'identification des entreprises. Ou encore le répertoire national d'identification des personnes physiques. Donc vous voyez, vous êtes dans les cases de quelque part de l'INSEE. Ou encore le fichier général des électeurs. Alors là, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Bref. Avant d'être chef du service études à La Réunion, Monsieur Seguin a déjà voyagé dans plusieurs départements et régions françaises. Il est à La Réunion depuis 2016 et auparavant, il était chef de statistique pendant 4 ans à Poitiers. Et de la même manière, chef de projet d'études pendant 6 ans à Nantes. Après avoir passé quelque temps à Paris comme responsable de la conjoncture sur le chômage. Voilà ce que dit LinkedIn. Et puisque je parle de chômage, entre autres publications, il est l'auteur d'une étude sur chômage et CDI, de multiples formes d'emploi dans les pays de Loire. Et d'ailleurs, à ce que j'ai vu, vous dites que dans les pays de Loire, il y a moins de pauvreté et d'inégalité qu'ailleurs. Voilà. Alors, on se dit, tiens, seriez-vous un nouvel Ulysse? Vous connaissez Heureux qui comme Ulysse, n'est-ce pas? Faites un beau voyage. Voilà, c'est la fin surtout qui m'intéresse. Plus mon Loire gaulois que le Tibre latin, plus mon petit Liré que le Mont Palatin. Et plus que l'air marin, la douceur en Ils sont bons, hein? Ah, ils ont leur baccalauréat. Donc, avec nous ce soir, nous avons un Angevin. Ah, c'est bien. Retournerez-vous dans les pays de Loire? Peut-être. Peut-être. Ah oui, mais la douceur réunionnaise, quand même, c'est aussi bien, n'est-ce pas? Voilà. Alors, j'en viens à la conférence. Pour bien s'informer, il est important de comprendre d'où viennent les statistiques. Je lis une partie du résumé que nous a adressé M. Seguin. Pourquoi elles sont utiles et comment on fait parler les données? Voilà 3 questions qui seront abordées lors de cette conférence. Voilà. Et je crois que, mais j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, vous avez prévu le 10 mars une conférence par Internet, mais c'est réservé au grand public ou bien une... Oui, alors sur la santé des Réunionnais, voilà. En partenariat avec le Césaire, c'est l'économie sociale, environnementale et régionale et l'Agence régionale de santé. Voilà. C'est ouvert, tout ça, c'est plus particulièrement destiné à des acteurs publics, mais D'accord. le grand public, s'il y a des personnes intéressées, Bon. on a limite des places disponibles, je crois que c'est en
en visio et on a 200 connexions possibles. Donc je pense qu'il y a... À l'aise. Bon, on va le redire tout à l'heure, à la fin de la conférence. En tout cas, vous avez la parole. Merci donc pour nous instruire. Si vous êtes est-ce qu'il faut le micro? Oui, oui. D'accord. Impératif, on n'entend pas. Est-ce que vous m'entendez là? Non. Pas encore. T'as eu le temps que ça se pète? C'est mieux? Très bien. Merci pour votre accueil. Donc on va commencer. Je vais vous présenter donc cette conférence donc sur la thématique comprendre les statistiques pour mieux s'informer. L'objectif de cette conférence, si j'ai pris contact avec les amis de l'université pour réaliser cette présentation, c'est que dans nos orientations à l'INSEE, on cherche à aller au-devant de tous les publics. Donc on a l'habitude de travailler plutôt avec des institutionnels, avec les services de l'État, la préfecture, les collectivités territoriales, mais compte tenu du contexte dans lequel on vit aujourd'hui, où on a de plus en plus d'informations disponibles, on ressent d'autant plus le besoin de ne pas se limiter à mettre à disposition des chiffres, des analyses, des études, mais aussi à s'adapter aux besoins de tout le monde, notamment en termes de faire de la pédagogie sur nos données, sur nos chiffres, auprès des jeunes générations notamment. Donc on a un certain nombre d'actions, et puis au-delà, auprès de tous les citoyens. Donc ça passe par différents biais, par le fait que nos études sont présentées aux médias pour qu'ils puissent être relayées. On produit aussi de plus en plus des infographies, des vidéos pour toucher d'autres publics. Et donc cette conférence, au départ, c'est une présentation qui a été réalisée par le directeur général de l'INSEE à Paris, au centre de formation des journalistes, donc avec l'objectif de sensibiliser ces futurs journalistes à cette thématique de comment s'y prendre par rapport à la masse d'informations qui sont mises à disposition avec les données lycées, avec ces statistiques. Donc j'ai repris une bonne partie de ces éléments en apportant quelques éléments d'actualité, et aussi et surtout, je dirais, en amenant des éléments sur la Réunion, en prenant plutôt des exemples sur la Réunion quand c'était possible et pertinent. Alors pour commencer, une citation. Donc l'idée générale de cette présentation, c'est de réussir un petit peu à se repérer. Quand on voit une statistique, quand aux informations dans les médias, il y a un chiffre qui est cité, ou dans cette période électorale, d'autant plus quand un candidat cite des chiffres, est-ce une info, est-ce une intox? Donc une citation à ce sujet, citation de Mark Twain. Il y a 3 sortes de mensonges: les petits mensonges, les gros mensonges et les statistiques. Alors, il y a un doute quand même sur qui est l'auteur de cette citation. C'est peut-être plutôt Benjamin Disraeli, qui est un Premier ministre anglais du 19e siècle. Et donc tout ça pour dire que voilà, il y a un petit problème de source là, on hésite entre les deux. En fait c'est plutôt Benjamin Disraeli. Et tout ça pour sensibiliser au fait que quand on voit un chiffre, c'est important de connaître la source, parce que on va avoir plus ou moins confiance en effet en fonction de la source. Et puis on verra aussi qu'en fonction de la source, ça peut donner des choses différentes. Donc ça nous arrive aussi d'hésiter sur la source. Et alors,
toujours un peu pour introduire le sujet, hein, je vais prendre un premier exemple d'un indicateur clé qui est souvent commenté, c'est le taux de pauvreté. Donc, au niveau national, c'était en fin d'année dernière, hein, l'INSEE a communiqué sur le taux de pauvreté en 2020, donc pendant la crise sanitaire, hein, période de crise sanitaire. Et donc, information de l'INSEE, le taux de pauvreté serait stable en 2020. Et donc, on a rédigé un article, je crois que c'est sur le blog de l'INSEE, hein, j'y reviendrai, mais titré « Ce que dit cette première estimation et ce qu'elle ne dit pas ». Donc on voit là que il faut toujours un petit peu se poser la question, derrière un chiffre, derrière un résultat, qu'est-ce que ça veut dire, mais quelles sont les limites. Et donc je vais reprendre un post sur les réseaux sociaux du directeur général de l'INSEE à ce sujet. Et donc qui nous dit « Comment cela, il n'y a pas eu 1 million de pauvres de plus en 2020 ?» Alors que c'est, vous l'avez peut-être entendu, hein, c'était ce qui se répétait un peu partout, notamment par les organismes humanitaires. Et qui dit cela? L'INSEE, stabilité du taux de pauvreté. Donc on peut se poser la question, est-ce que l'INSEE aurait perdu son indépendance? Est-ce que l'INSEE est téléguidé par le gouvernement pour dire ça? Certainement pas. L'INSEE a-t-il perdu le contact avec la réalité? Je ne pense pas, d'autant que on a travaillé avec les comptes des clients de la Banque Postale, donc en dehors des sources habituelles, on a aussi essayé de consolider cela en essayant de voir sur un échantillon de comptes des clients de la Banque Postale, est-ce qu'il y avait eu une dégradation de la situation financière. Est-ce que c'est une estimation vraiment fiable? Donc il y a des limites forcément, il y a sans doute des situations de forte précarisation par perte de revenus donc déclarées, que par définition on peut observer, mais oui, c'est suffisamment robuste pour être publié. Et pourquoi seulement maintenant? Parce qu'on était en novembre, hein, je crois, pour l'année 2020, sur ce cas de figure, hein, de sortie d'un indicateur qui était très attendu. Donc pourquoi on met du temps? Souvent on nous reproche à l'INSEE que nos données sont un peu anciennes. Donc je vais vous expliquer un peu plus tard aussi, hein, pourquoi ça prend du temps de sortir des données. Alors pourquoi plus particulièrement sur les données sur les revenus? Parce qu'on ne dispose pas en temps réel des revenus de l'ensemble de la population française. Et il faut finalement 2 ans habituellement pour avoir l'ensemble des données robustes et détaillées. Là on a mis moins de temps parce qu'on a fait un exercice un peu d'estimation en avant-première, mais avant d'avoir l'ensemble des revenus, en fait il faut plutôt s'appuyer sur les déclarations de revenus. Et donc c'est pas immédiat, il faut le temps de traiter ensuite ces données. Et donc là on a pu faire un peu plus tôt avec ce qu'on appelle un exercice de micro-simulation. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce qui a permis d'avoir le chiffre 10 mois après la fin de l'année. Il faut aussi avoir en tête que ce champ des données sur lequel il estime la distribution des revenus n'est pas parfait. Pourquoi c'est pas parfait? Parce que là on s'appuie pas, on n'a pas d'informations par exemple sur les revenus des étudiants ou de certaines personnes qui vivent dans ce qu'on appelle des communautés qui sont dans des établissements pour personnes âgées ou dans des casernes, puisque dans nos principales enquêtes, on s'appuie en fait surtout sur des logements où il y a une famille ou une personne seule dans chaque logement, ou des colocations. Et puis un point important, c'est que il ne faut pas... il peut y avoir une confusion, enfin ce qui peut expliquer qu'on n'est pas forcément en phase, hein, avec ce qui avait été estimé par certaines organisations caritatives, c'est que il faut distinguer finalement l'aggravation de la situation de pauvreté et l'accroissement du nombre de pauvres. Donc ce qu'on dit ici, c'est qu'il n'y a pas eu plus de pauvres en 2020, et ce qui ne veut pas dire que les personnes qui étaient en situation de pauvreté ne sont pas devenues davantage. Et puis un point important, hein, si on s'intéresse notamment à la situation à La Réunion, hein, comme c'est indiqué, on n'a pas par définition
dans cet indicateur, on n'appréhende pas les revenus non déclarés. On sait sur un territoire comme la Réunion qu'a priori, même si on n'arrive pas à le mesurer, on a beaucoup plus de travail au noir, plus de revenus non déclarés, et que ces personnes-là ont pu être en difficulté pendant les périodes de confinement. Donc il est possible que sur ces personnes-là, on ait sous-estimé l'augmentation de la pauvreté. Et puis, un résultat tel que celui-ci, c'est une moyenne. C'est au niveau national 11% de mémoire de personnes qui sont pauvres. Et évidemment, il y a une hétérogénéité à la fois dans le temps. Il a pu y avoir des personnes qui étaient en grande difficulté pendant le confinement parce que ils n'avaient plus le travail de courte durée en CDD qui leur permettait de vivre, et puis ils ont pu retrouver un emploi plus tard, et puis aussi d'un territoire à l'autre, puisque selon les endroits aussi, il a pu y avoir des difficultés différentes. Et puis, donc, comme c'est évoqué, pour consolider cela, on a essayé d'exploiter des données de la banque postale, de comptes bancaires sur la banque postale, pour essayer de mieux comprendre sur un échantillon de comptes bancaires ce qui avait pu évoluer. Voilà un premier cas de figure pour mettre en évidence un petit peu toutes les questions qui se posaient, que derrière un chiffre qui paraît simple, il y a toujours la question de sur quelle population ça porte, à quel moment, quelles peuvent être les limites aussi de ces chiffres. Et puis aussi un autre élément important, c'est que là on s'intéresse à ce qu'on appelle la pauvreté au sens monétaire. Donc c'est compte tenu de nos revenus, est-ce qu'on est en dessous de ce qu'on appelle le seuil de pauvreté qui est défini, on verra un peu plus tard. La pauvreté, ça peut être aussi ce qu'on appelle la pauvreté en conditions de vie. Donc on peut avoir des revenus qui sont finalement relativement corrects, mais être en grande difficulté pour pouvoir à acheter un certain nombre de biens de base, tels que pouvoir s'acheter des chaussures quand on a besoin, de pouvoir manger de la viande assez régulièrement, malgré des revenus relativement corrects, parce qu'on peut avoir des dépenses particulièrement importantes en fonction de sa situation. Si on a 3 enfants étudiants à l'autre bout du monde, on imagine bien qu'on peut avoir des revenus relativement corrects au-dessus du seuil de pauvreté, mais être en grande difficulté pour plein de raisons. Donc, la pauvreté, ça peut aussi s'appréhender autrement que par le seul prisme des revenus. Donc, après ce premier exemple, à titre d'entrée en matière, donc le principe de quoi je vais vous parler aujourd'hui, donc en quatre parties. Donc l'idée, c'est de vous expliquer un petit peu comment l'INSEE apporte une expertise au service de l'éclairage du débat public. Alors là, il y a un signe que je vais ensuite détailler. SSP, c'est pour service statistique public, puisqu'on va le voir, il n'y a pas que l'INSEE qui produit des statistiques publiques. Et donc, quatre parties. Ce que l'INSEE et le service statistique public produit comme statistiques, comment on les analyse et les diffuse, comment on éclaire le débat public avec ces données. Quelques conseils par rapport à des chiffres ou des représentations graphiques avec des chiffres qui peuvent quelquefois induire en erreur. Et puis pour finir, une question qui est celle-ci: est-ce que finalement Google en sait plus sur les Français que l'INSEE, compte tenu de l'ensemble des informations qu'il peut récupérer à partir de traces numériques? Donc pour commencer, vous expliquer ce que c'est que la statistique publique. Donc la statistique publique, c'est l'INSEE, d'abord,
avec notre vitrine, le site internet, on trouve toutes les informations qu'on produit, que ce soit des données, des statistiques et des études, pour faire simple. Avec différentes thématiques que vous trouvez ici, à la fois économie, démographie, sociale, des analyses territoriales, puisqu'on a une direction régionale de l'INSEE dans chaque région. Mais le service statistique public, la statistique publique, ce n'est pas que l'INSEE, puisqu'il y a aussi des services statistiques dans l'ensemble des ministères qui vont compléter, je dirais, l'offre de statistiques, l'offre d'analyse, d'études de l'INSEE sur leur domaine. Donc, par exemple, on a un service statistique au ministère de l'Éducation nationale qui va plus particulièrement produire des statistiques pour mieux comprendre notamment les résultats scolaires des enfants scolarisés. Et ça ne s'arrête pas à cela, puisqu'il y a aussi d'autres structures qui viennent, je dirais, en complément, mettre un peu d'huile dans ces rouages, et notamment s'assurer que tout cela fonctionne bien. Qui s'assure que cela fonctionne bien? C'est l'autorité de la statistique publique. Cette autorité, elle vise à s'assurer que le service statistique public respecte bien le code de bonne pratique de la statistique européenne. Donc le code de bonne pratique de la statistique européenne, c'est que y a un certain nombre de critères qui sont énoncés sur le fait que les statistiques doivent respecter les délais attendus, qu'on doit produire des statistiques en évitant d'aller trop alourdir la charge des personnes interrogées ou des entreprises interrogées, que ces statistiques doivent être pertinentes, qu'on doit pouvoir aussi les comparer dans le temps. Donc un certain nombre de critères de qualité. Donc c'est l'objectif de l'autorité de la statistique publique, de s'assurer que ce qui est produit finalement respecte bien ces attentes. Et puis on va à une autre structure importante, c'est le CNIS, pour Conseil national de l'information statistique, qui est une structure qui rassemble à la fois les producteurs de statistiques, mais aussi les utilisateurs de statistiques, tels que les organisations syndicales, patronales ou de salariés, différentes structures, le monde dans l'entreprise aussi. Il y a aussi des élus qui sont représentés, donc tous les utilisateurs potentiels, tous les, je dirais, les représentants susceptibles, je dirais, de représenter quelles sont les attentes en termes de débat public, sont représentés au sein du CNIS. Et donc le CNIS oriente le programme de travail du système statistique public en disant, voilà, on pense qu'il faudrait développer telle ou telle statistique, telles analyses. Par exemple, le fait de développer des analyses sur les trajectoires, ne pas se limiter à dire on a tant de personnes qui sont pauvres, mais de dire une personne pauvre, est-ce qu'elle reste dans la pauvreté plusieurs années? Est-ce qu'il y a une persistance de la pauvreté? Qui sort de la pauvreté ou non? Voilà le type, par exemple, de recommandations qu'on peut avoir, qui évolue évidemment en fonction de l'actualité, en fonction de la période. Et puis d'autres structures, je ne vais pas trop détailler, mais qui, donc différents comités aussi qui viennent s'assurer que ce qu'on produit est fait dans les règles de l'art, je dirais. Et dernier acteur, c'est Eurostat, donc l'Institut statistique européen, qui, la principale étant l'enquête emploi, qui permet de calculer des indicateurs clés comme le taux de chômage, le taux d'emploi, de façon homogène entre tous les pays européens pour pouvoir comparer de façon pertinente. Et donc, ces statistiques publiques, on l'amène donc selon une démarche scientifique.
Et donc ça veut dire que ça ne s'improvise pas, que ça prend du temps, et que ça plaît finalement toujours et à tout le monde, hein, le plus souvent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une démarche scientifique et pourquoi ça ne s'improvise pas? C'est que les méthodes sont rigoureuses, et notamment pour les enquêtes qu'on peut réaliser auprès des ménages ou auprès des entreprises, on s'appuie sur un sondage. Donc, je ne sais pas ce que vous mettez derrière ce terme sondage. Hein. Quelquefois, c'est pas forcément un mot bien perçu, parce qu'on pense notamment à cette période, hein, on pense sondages politiques qui s'enchaînent, qui peuvent quelquefois être contradictoires, qui peuvent parfois se tromper hein, quand les élections arrivent. Donc c'est pas pour autant un gros mot, hein, parce qu'en fait il y a sondage et sondage. Donc il y a deux grandes différences. Donc souvent, hein, on me dit quand je travaille à l'INSEE, donc est-ce que vous faites des sondages pour politique ou autre? Donc non. Et nos sondages ne sont pas faits justement comme les instituts de sondage type Louis Harris, Ipsos et autres. Donc il y a des différences assez importantes hein, entre un sondage par un institut statistique et puis un sondage d'un institut de sondage. Le principe à l'INSEE dans le service statistique public, c'est qu'on fait un tirage dit aléatoire, c'est-à-dire qu'on a une base de ménages ou d'entreprises susceptibles d'être interrogées et on tire au sort de façon complètement aléatoire. Alors, on ne voit pas... On ne veut pas voir précision, hein, c'est ça? Il y a ces calculs de précision, mais du coup, c'est un bleu ciel qui n'apparaît pas, je ne sais pas pourquoi. La couleur n'est pas... Voilà. Et donc, alors l'intérêt d'un tirage aléatoire, c'est qu'on peut calculer une précision. Donc, on peut, je dirais, rendre des comptes en disant, ben voilà, on a calculé cet indicateur et on peut vous dire que on se trompe avec telle marge d'erreur. Les instituts de sondage, ils ne font pas comme ça, ils appliquent la méthode dite des quotas. La méthode des quotas, le principe, c'est qu'ils savent que dans la population, il y a, je dis au hasard, 55 femmes pour 45 hommes, qu'il y a 30 personnes de plus de 60 ans, 20 personnes de 20 à 30 ans, etc. Et donc l'idée, c'est qu'il faut respecter ces quotas-là, mais du coup, ils vont chercher des personnes, et puis à partir du moment où ils ont trouvé leurs 30 personnes de plus de 60 ans, ils s'arrêtent et ils vont compléter tout ça. Donc c'est pas un sondage aléatoire, c'est pas tout à fait pareil, et l'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas faire de calcul de précision. La méthodologie n'est pas la même non plus, hein. Compte tenu aussi de cette méthode par tirage aléatoire, on peut faire ce qu'on appelle une correction de nos réponses à l'INSEE, c'est-à-dire qu'on n'a toujours pas... On a prévu d'interroger un certain nombre de personnes, d'entreprises, il y a toujours un certain nombre qui ne vont pas répondre, mais pour éviter que ce soit biaisé, que ce soit... parce qu'on sait que certaines personnes qui sont non répondantes ont des caractéristiques différentes, hein, puisqu'on prenait l'exemple par exemple du recensement, on sait qu'une personne seule a plus de risques de ne pas répondre parce que un agent recenseur il a plus de chances de tomber sur quelqu'un quand il se rend à un endroit s'il y a 2 personnes ou 3 dans le foyer qu'une seule. On sait aussi que les jeunes sont plus difficiles à toucher, donc pour que nos résultats soient justes, précis, il faut faire une correction, et quand on sait qu'on n'a pas autant de personnes d'une catégorie qui ont répondu, du coup, il faut faire ce qu'on appelle un redressement de ces résultats pour refléter la réalité. Dans nos enquêtes, on a aussi des questions assez complexes, hein, puisque ce qu'on cherche, c'est à réaliser des analyses assez détaillées au niveau économique et social, là où les instituts de sondage sont plutôt sur des questions simples, d'opinion, sur la consommation, par exemple. Et puis, ce n'est pas du tout le même objectif. Hein. La statistique publique, le principe, c'est de rendre compte à la société.
là où l'institut de sondage est avant tout une entreprise commerciale qui cherche à répondre à un client et quelquefois en faisant ce qu'on appelle des enquêtes omnibus, donc plusieurs enquêtes à la suite pour différents clients, donc on n'est pas du tout dans le même univers. Donc des méthodes rigoureuses, mais ça prend du temps. Parce qu'il y a tout un processus pour monter une enquête, pour la réaliser, pour, on l'a vu, redresser les résultats, les analyser. Donc tout cela, ça s'inscrit dans le temps long. Et une enquête qu'on a faite dans un temps record pour l'INSEE, en tout cas, c'était une enquête auprès d'entreprises pour analyser un petit peu les conséquences de la crise sanitaire, auprès de 50 000 entreprises. Ça a quand même pris 8 mois entre le moment où on a décidé de la faire, juste après le premier confinement, et puis le moment où on a pu sortir des premiers résultats. Mais c'est le prix, voilà, ça peut paraître long, mais c'est le prix de cette démarche scientifique et de nos méthodes rigoureuses pour que les résultats qu'on sorte soient précis. Et puis, donc, ça construit des savoirs quantitatifs, puisque ce qui est important pour nous, c'est de produire des séries longues pour pouvoir voir un petit peu comment les phénomènes évoluent. Parce qu'une simple photographie, ça ne suffit pas, il vaut mieux avoir un film. Et donc de pouvoir veiller à la comparabilité de nos données. Donc c'est pour ça que bien souvent on a des graphiques tels que ceci sur plusieurs années, pour bien aussi comprendre, prendre du recul sur ces données. On verra un autre exemple tout à l'heure. Alors éclairer le débat public. Comment s'y prend-on Alors, pour éclairer le débat public, donc il y a toutes les informations qu'on peut mettre à disposition sur notre site internet, toutes les actions qu'on peut faire. Le constat qu'on a fait, c'est que notre site internet, il est très riche, voire trop riche, parce que c'est très difficile finalement d'organiser des informations qui sont très nombreuses. Et donc l'inconvénient, c'est que un utilisateur, il ne sait pas trop comment s'y prendre, comment naviguer sur notre site. Et quand il s'intéresse à une question, il ne sait pas bien où aller. Si on prend l'exemple, par exemple, des immigrés, des étrangers, qui est un sujet qui fait souvent débat, d'autant plus en cette période de campagne électorale, il y a des informations un peu disséminées sur notre site. Et puis, on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est un immigré, un étranger? La définition n'est pas forcément si évidente. Donc depuis 2 ans à peu près, on a développé ce qu'on appelle un produit qui s'appelle l'essentiel sur différents thèmes et sur l'ensemble des régions, qui se veut un peu un portail d'entrée vers plus d'informations. Donc avec 3 onglets, où finalement sur une thématique, on a un premier onglet qui s'appelle « En quelques chiffres ». On va donner les principaux chiffres qu'il faut connaître. Donc là, en l'occurrence, sur les immigrés, sur les étrangers. Ensuite, 6 questions. Donc on répond à 6 questions, a priori les 6 questions principales qu'on peut se poser par rapport à cette thématique. Donc la première, combien y a-t-il d'immigrés ou d'étrangers en France? Donc, ce qui est aussi l'occasion de dire quelle est la différence entre un immigré et un étranger, avec plutôt des représentations de type infographie, pour bien se repérer. Et puis, quelque chose d'important, c'est comment ces mesures, donc être transparent sur notre méthode. Donc on a ça sur plusieurs thématiques, sur le chômage, sur l'indice des prix, et aussi sur chaque région. Donc vous avez un essentiel sur la Réunion, organisé sur le même principe, et qui permet d'avoir, c'est une première entrée sur une thématique, sur une région, et ensuite il y a des liens vers d'autres études pour en savoir plus. Comment aussi aider, je dirais, nos
utilisateurs de statistiques à se repérer dans les différents indicateurs qu'ils entendent, dont ils entendent parler, tels que donc, le taux de pauvreté que j'ai évoqué tout à l'heure, mais aussi le taux de chômage, ou bien comprendre les chiffres de population, les résultats issus du recensement de la population. Donc on a aussi d'autres différents documents, hein, notamment une collection qui s'appelle INSEE en bref. On explique comment tout cela est mesuré, donc pour ceux qui se posent des questions, qui veulent mieux comprendre ce qui se cache derrière un chiffre, comment un chiffre se fabrique. Autre outil plus récent encore, hein, parce que ça fait un peu plus d'un an qu'il a ouvert, c'est le blog de l'INSEE, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait besoin de pouvoir réagir vite par rapport à certains sujets d'actualité, ou lorsqu'on sort des résultats nouveaux, hein, tels que ce taux de pauvreté stable en 2020, d'expliquer, d'accompagner cela d'explications. Donc l'idée, c'est de pouvoir mettre en avant des publications et d'expliquer avec un ton plus libre que dans une publication habituelle ce que ça veut dire, quelles sont les limites, enfin d'ouvrir un petit peu le capot finalement sur la fabrication des chiffres, d'expliquer nos méthodes, mais aussi donc de pouvoir réagir à l'actualité, donc quelquefois d'expliquer un petit peu comment on procède, de mettre en avant aussi des nouveautés en matière d'opérations statistiques. Par exemple sur le domaine des statistiques de l'insécurité, où c'est un univers qui change pas mal, où il y a un développement de ces statistiques. Du coup, il y a eu il y a quelques mois un billet de blog consacré à ce sujet pour expliquer un petit peu comment on s'y prend, quelles sont les différences entre les enquêtes qu'on peut réaliser auprès des personnes. On va pouvoir déclarer des faits de violence qu'on a pu subir, hein, et qu'on n'a pas forcément déclaré aux forces de l'ordre, puisqu'on sait qu'il y a des différences entre ce qu'on a pu subir, ou le sentiment d'insécurité qu'on peut avoir, et puis les déclarations aux forces de l'ordre. Autre exemple, hein, un exemple finalement, hein, issu de ce blog de l'INSEE, et donc qui me permet un peu de montrer quelquefois la difficulté à bien comprendre, hein, certains chiffres cités. Donc là cette fois-ci, je vais m'intéresser aux chiffres sur l'activité économique, hein, sur l'évolution du produit intérieur brut, le PIB, hein, donc qui est un autre indicateur important. Et donc, comment bien comprendre ces chiffres? Alors, en temps normal, quand on n'est pas dans une période de crise, la croissance économique, elle est relativement régulière. Avant la crise, on était sur un taux de croissance économique annuel de 1,5% par an, à peu près, au niveau national. Donc 0,3, on va dire 0,4% par trimestre. Donc pas de grosses difficultés d'interprétation. On voit bien ce que ça veut dire, hein, une augmentation de l'activité économique d'1% par an. Si on produisait 100 € en 2018, on produit 101 € en 2019, un an après. Tout ça est perturbé dans une période de crise où les évolutions sont beaucoup plus franches, hein, telles que la crise sanitaire qu'on a vécue, et où là, si on n'y prend pas garde, si on ne prend pas garde à la période sur laquelle portent les chiffres, on peut vite se perdre et ne pas comprendre. Donc c'est ce qui est représenté ici, où là on a représenté en fait l'évolution de l'activité économique selon 3 intervalles de temps différents, par mois, par trimestre et par année. Donc le plus court, c'est par mois. Donc on peut se dire que c'est le plus pertinent, parce que dans une période comme cela où on sait que les conditions sanitaires sont très
très fluctuante, il vaut mieux s'intéresser à une évolution par mois. Et en effet, on voit cette courbe en noir, hein, où on voit bien la perte d'activité, qui a été jusqu'à moins 30% pendant le confinement d'avril 2020, puis ça remonte, il y a des à-coups parce qu'il y a eu des nouvelles vagues d'épidémie, et on voit qu'en fin d'année, on se retrouve à zéro, c'est-à-dire que par rapport, là ce qu'on a représenté, c'est où on se situe par rapport à la période avant crise sanitaire, hein, fin d'année 2019, donc on voit que on rejoint à peu près le niveau d'avant-crise à la fin de l'année 2021. Donc c'est ce qui a été dit hein, un peu avant cette fin d'année 2021, hein, dans nos prévisions économiques, c'est qu'on revient à peu près au niveau d'avant-crise. Mais ça ne veut pas dire qu'en 2021, l'activité économique a été la même qu'avant-crise. Parce que si on s'intéresse maintenant à un intervalle un peu plus grand, hein, le trimestre, surtout que c'est en bleu clair, donc on voit que c'est déjà un tout petit peu différent, hein, la forme. On lisse davantage les évolutions, hein, notamment pendant le confinement du deuxième trimestre 2020. Et puis par année, c'est encore différent. Et donc si on s'intéresse à 2021, on peut voir qu'en moyenne, en 2021, on reste quand même encore en dessous du niveau d'avant-crise, puisque cette année 2021, on prend en compte l'ensemble des 12 mois. Donc certes, en fin d'année, on est bien revenu au niveau d'avant-crise, mais il y a eu des mois en début d'année où on était encore à peu près à moins 5% en dessous du niveau d'avant-crise. Donc en moyenne, on est sur une perte d'activité de l'ordre de 1 à 2% à peu près. Et donc on voit ainsi un petit peu les avantages et inconvénients hein, de ces intervalles de temps. Parce que plus l'intervalle de temps évidemment est grand, plus c'est solide, mais moins on a d'informations intéressantes. Par contre, plus c'est court, plus la série peut être un peu perturbée, et donc quelquefois on peut avoir des évolutions en fait qui ne sont pas représentatives. C'est ce qu'on appelle du bruit, où la série est fluctuante, compte tenu je dirais, un peu la marge d'erreur. Enfin, on peut difficilement en tirer des enseignements. Donc il y a un bon compromis à trouver sur la façon de mesurer cette activité économique. C'est pour cela que généralement on s'intéresse plutôt au trimestre, pour une période en temps normal. Et donc là, si on s'est intéressé au mois, c'est parce qu'il y avait vraiment des fortes évolutions, et donc il y avait un intérêt à suivre un peu plus finement. Alors, maintenant un exemple donc réunionnais toujours sur la question de la croissance économique, sur le fait que si on est imprécis, ou si justement si on ne s'intéresse pas à la source d'information, on peut vite avoir un commentaire erroné. Donc je reprends ici une intervention de Jacques Pignon, le préfet de la Réunion. C'était en mai 2021, lors d'une intervention en lien avec la crise sanitaire, hein, je crois, et donc qui nous dit: sur le plan économique, notre territoire a échappé à la violence du choc et affiche, comme seules 2 autres régions françaises, un taux de croissance positif. La Réunion arrive en tête avec une croissance de plus 2,23%, c'est là le résultat de notre travail commun. Alors je ne sais pas s'il y a quelque chose qui vous gêne dans ces propos. Taux de croissance positif. Taux de croissance, ça veut dire qu'il y a un indicateur qui augmente, d'accord, mais lequel? On peut se dire que c'est la croissance économique, hein, puisqu'il dit c'est sur le plan économique. Donc quand on voit ça, en tout cas nous on a vu ça, on s'est dit il doit parler de croissance économique, sauf que... Et donc alors ce propos a été repris par
réunion première, hein, entre autres, donc du coup qui a titré La Réunion, rare territoire français au taux de croissance positif en 2020, donc c'était l'article du 9 juin 2021. Et donc nous, on a vu ça à l'INSEE, et on a réagi, parce qu'en fait, on n'avait pas encore sorti les résultats de l'activité économique de l'année 2020. Du coup, on a fait un communiqué en disant, on a prévenu les médias en disant que le communiqué de la préfecture de juin évoque un taux de croissance positif, mais sans indiquer la grandeur en question. Et alors, en fait, manifestement, il s'agissait de la croissance de l'emploi. Parce qu'il se trouve que la croissance de l'emploi, en effet, on avait communiqué dessus, c'était 2%. Mais donc on a précisé que pour lever toute ambiguïté, le chiffre de croissance du produit intérieur brut, hein, donc le chiffre de croissance économique, souvent résumé en effet par le vocable de croissance, il n'était pas connu à date d'aujourd'hui, les travaux étaient en cours et qui serait publié le 7 juillet. On a démenti finalement ce chiffre en disant il n'est pas encore connu. Donc ça, c'était le lendemain, le 10 juin. Et finalement, quel a été le résultat? Début juillet, on a sorti ce résultat sur l'activité économique, qui était très différent, hein, puisque, en fait, l'évolution du produit intérieur brut, c'était moins 4,2% en 2020. Donc, voilà, tout ça pour montrer qu'on peut vite avoir une confusion sur différents chiffres, sur différents indicateurs, si on n'y prend pas garde. Et alors, un petit peu dans le même genre, hein, différents exemples d'interprétations qui peuvent être erronées de certains chiffres, notamment en fonction de la façon dont ils sont représentés. Et donc, ce qui est important d'avoir en tête, hein, au préalable, c'est que les statistiques, c'est bien une construction sociale. Les données, elles sont pas données finalement, hein, on a un certain nombre de données, mais un indicateur, on le produit à partir de données, mais il faut avoir, je dirais, une recette pour produire cet indicateur, et pour le construire. Et pour cela, en fait, il faut s'appuyer sur des conventions avant de mesurer. Donc, quantifier, c'est donc d'abord convenir, puis mesurer. Or, les conventions sont discutables. On va le voir, hein, sur le taux de pauvreté, sur le taux de chômage, même sur la croissance économique. La croissance économique, on mesure l'activité économique en considérant l'ensemble des biens qui sont des biens, des services qui sont produits avec soit par les administrations publiques, soit produits avec qui sont facturés, mais par exemple on ne tient pas du tout compte de l'activité domestique. Donc ça on voit bien que c'est une convention. On ne tient pas du tout compte des effets collatéraux négatifs sur l'environnement, hein, c'est quelque chose d'actualité. Donc on voit que la façon dont on produit le chiffre de produit intérieur brut, il y a un certain nombre de conventions, et c'est une convention qui est toujours discutable. Donc ce que nous disait en octobre 2020 le directeur général de la Fédération des acteurs de la solidarité, c'est qu'il y avait 1 million de pauvres en plus sous l'effet de la crise sanitaire. Et donc on l'a dit, hein, l'INSEE en novembre, hein, quelques semaines plus tard, a dit selon nous, hein, compte tenu par rapport à nos indicateurs habituels, hein, de taux de pauvreté monétaire, d'indicateurs d'inégalité, en 2020, ce qu'on mesure, c'est que les inégalités et le taux de pauvreté monétaire seraient stables. Mais ça, c'est un résultat compte tenu de la convention qu'on retient autour de la définition de la pauvreté. Derrière cela, il n'y a qu'un seul indicateur, hein, le taux de pauvreté, qui est calculé d'une certaine façon, on va y revenir. Et puis, en ayant en tête aussi que c'est une estimation avancée du taux de pauvreté. On n'a pas encore tous les éléments,
Donc il y a une marge d'erreur, hein. On explique aussi qu'on a fait cet arbitrage, qu'on considère que c'est assez solide pour diffuser ce chiffre, mais qu'on n'a pas encore tous les éléments, donc on peut se tromper à la marge, ceci dit. Et donc ce qui est vraiment important, une nécessité, c'est de bien comprendre comment est calculé chaque indicateur et quelle est la source utilisée. Donc, toujours sur cette question de la pauvreté, donc, voyons ce que ça donne à La Réunion. Donc, nos publications habituelles sur tous les ans à La Réunion, qu'est-ce qu'on dit? Alors, le chiffre peut varier un petit peu, hein, mais grosso modo, c'est 38% des Réunionnais vivent sous le seuil de pauvreté métropolitain, 334 000 personnes, ça fait 14%, pardon, en comparaison, c'est 14% au niveau national. Et notre source de référence, ça s'appelle Philosophie. On s'appuie en fait sur une source de synthèse, à la fois des données fiscales et sociales. Donc, le chiffre de référence, c'est celui-ci habituellement, chaque année, qui est actualisé. Mais, dans une autre publication de l'INSEE, toujours taux de pauvreté, là, je vois, selon le seuil national, 42%. La même année, en 2017, donc on voit que le chiffre n'est pas le même. Et puis on a à côté un autre taux de pauvreté, et cette fois-ci qui est considéré selon le seuil local. Donc là, je crois que je vous ai perdu. 3 chiffres, 38%, 42%, 16%. Donc lequel est bon? Alors, quelle différence entre les deux? Entre le 38 et le 42 qui sont quand même les plus proches. Donc là, je vous ai dit, la source de référence est Philosophie. Là, c'est une autre source, l'enquête budget de famille, donc qui est une enquête qu'on fait moins régulièrement et qui ne donne pas tout à fait les mêmes résultats, puisqu'on s'appuie sur notamment moins de personnes enquêtées. Et alors, pourquoi on sort quand même ce chiffre, hein, alors qu'il s'écarte de l'autre chiffre? C'est parce que l'intérêt, en fait, dans cette publication, comme vous voyez ici, c'est que ça se permet de se comparer aux autres départements et régions d'outre-mer. Et vous pourriez dire, pourquoi on ne se compare pas avec l'autre source, hein, dite Philosophie? C'est parce que dans d'autres départements d'outre-mer que la Réunion, en fait, à part à La Réunion ou en Martinique, cette source dite Philosophie, elle ne fonctionne pas bien, elle ne permet pas d'avoir des résultats fiables parce que à Mayotte, en Guyane et même en Guadeloupe, on n'a pas tout à fait le même univers par rapport à la bonne appréhension des logements. C'est beaucoup moins comment dire, rigoureux, je dirais, la façon dont on peut récupérer des informations, notamment fiscales, sur les ménages. Du coup, ça ne fonctionne pas et donc on doit faire une enquête qui ne donne pas tout à fait le même résultat, mais l'intérêt, c'est que ça permet de se comparer. Et puis, on a un 16% seuil local. Donc, c'est quoi la différence? Le 38%, c'est par rapport à un seuil de pauvreté national. Comment on fait? C'est-à-dire qu'on regarde la distribution des revenus au niveau national, on classe tout le monde, et puis on calcule ce qu'on appelle le revenu médian. Donc le revenu médian, c'est ce qui sépare en deux la population. C'est-à-dire que si le revenu médian il est de 2 000 €, ça veut dire que la moitié touche moins, l'autre moitié touche plus. Et par convention, hein, mais c'est relativement arbitraire, hein, voire complètement arbitraire, on considère que le seuil de pauvreté, il est situé à 60% de ce revenu médian. Et donc, premier indicateur, c'est le taux de pauvreté par rapport à cette distribution de l'ensemble des revenus au niveau national. Donc là, on considère que la Réunion est un territoire français, donc la question qui se pose, c'est par rapport aux standards finalement de revenus au niveau national, comment sont situés la Réunion, jusqu'à quel point on se situe en dessous de ce seuil en considérant l'ensemble du territoire français.
Le seuil local, lui, en fait, comme son nom l'indique, c'est qu'on s'intéresse à la distribution des revenus uniquement à La Réunion. Et donc, comme les revenus à La Réunion sont moins élevés, du coup, le seuil va être plus bas. Et donc, on a moins de personnes qui sont sous le seuil de pauvreté. Et donc là, c'est pas du tout, en fait, la même logique. Hein. Ça répond finalement à un autre besoin qui est de se dire, ben, finalement, je fais abstraction des autres territoires français, notamment de l'Hexagone, et je me dis, bah, à La Réunion, finalement, est-ce que par rapport aux standards de l'île, est-ce que j'ai beaucoup de personnes évidemment qui sont décrochées. Donc là, ça veut dire que par rapport à la distribution des revenus, j'ai 16% des ménages qui sont très éloignés d'un seuil, encore une fois un peu arbitraire, qui est fonction de combien touchent mes voisins, quels sont les revenus de mes voisins. Et puis, comme si ce n'était pas assez compliqué, du coup, un autre chiffre. Donc, cette fois-ci, 40%. Alors là, c'est les Réunionnais en situation de privation matérielle et sociale. Situation de privation matérielle et sociale, je l'évoquais un tout petit peu au début, c'est la pauvreté en conditions de vie. Donc là, on ne regarde plus quel est le niveau de vie, le revenu, mais on pose des questions. En fait, on demande sur 13 items. Est-ce que, je le disais tout à l'heure, est-ce que vous avez des difficultés pour vous acheter des chaussures, pour manger régulièrement de la viande? Est-ce que vous pouvez partir en vacances? Est-ce que vous pouvez vous acheter une voiture si vous en avez besoin? Est-ce que vous pouvez mettre de l'argent de côté? Et si on répond non, enfin, si on est privé pour au moins 5 des 13 items, on est considéré comme en situation de privation matérielle et sociale. Alors ce qui est rassurant, c'est qu'on se retrouve à peu près au niveau du seuil, au niveau du taux de pauvreté dit monétaire. Et ce qui est aussi rassurant, parce qu'on critique souvent ce chiffre de taux de pauvreté de 4 Réunionnais sur 10 qui seraient à La Réunion, notamment un certain service de l'État ou autres qui vont nous dire, mais vous voyez là, regardez un peu le nombre de voitures de luxe qu'on peut trouver sur l'île. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a 4 personnes sur 10 qui sont pauvres? Vous passez à côté du fait qu'il y a une économie au noir, des revenus non déclarés qui font que le taux de pauvreté, vous le surestimez. Et c'est vrai que, par définition, on passe à côté de ces revenus qui sont pas déclarés. Mais finalement, on retrouve à peu près le même chiffre, de 4 personnes sur 10 qui sont pauvres en conditions de vie. Et là, c'est indépendamment de la façon dont ils tirent le revenu. Donc, ce qui a tendance quand même à consolider ce chiffre. Donc, ça ne veut pas dire que le chiffre correspond tout à fait à la réalité, mais à gérer avec un autre instrument de mesure, en questionnant sur est-ce que vous êtes privé matériellement, socialement. Et ben on retrouve un chiffre à peu près comparable finalement qu'avec un autre instrument de mesure, et ce n'est pas forcément les mêmes Réunionnais. On en a à nouveau 4 sur 10 qui disent être en difficulté. Donc voilà, les questions importantes à se poser, c'est que quand on parle de pauvreté, quel est le concept? Est-ce que c'est pauvreté monétaire ou en conditions de vie? Quel est le seuil de pauvreté? Donc là on a vu l'exemple. Est-ce que c'est un seuil de pauvreté au niveau national? On a considéré l'ensemble des revenus au niveau national ou local. Je l'ai dit, le seuil de pauvreté, il est calculé ici à 60% du revenu médian, mais dans certains cas, on peut aussi calculer à 50%. Il y a certaines institutions qui calculent à 50%. Et puis la source aussi, selon la source, on peut trouver des choses un peu différentes. Donc, quand on est, je dirais, un peu expert, se poser aussi un peu la question de quelle est la source, pour éviter des mauvaises comparaisons, de ne pas comparer un chiffre, un millésime avec une source, avec un autre millésime issu d'une autre source, parce que dans ce cas-là, c'est pas comparable. Alors, un autre exemple, c'est le chômage. Donc, le taux de chômage, tel qu'il est calculé par l'INSEE, et qui fait référence parce que il répond à des définitions internationales édictées par le Bureau international du travail, le BIT,
Donc comment on le définit, le chômage au sens du Bureau international du travail? Donc c'est des personnes sans emploi qui souhaiteraient travailler et qui sont disponibles. Donc en fait, il y a 3 critères. Il ne faut pas avoir du tout travaillé, il faut être disponible pour travailler dans les 15 jours et il faut avoir fait des actes de recherche active d'emploi. Donc on voit que c'est assez restrictif du coup, parce que ça veut dire qu'une personne qui va travailler ne serait-ce qu'une heure dans la semaine, elle n'est pas considérée au chômage par rapport à ces critères internationaux, alors que évidemment en termes de revenus qu'elle peut retirer de son activité, c'est assez limité. Et des personnes qui ne recherchent pas activement parce que elles se disent qu'elles ont peu de chances de trouver un emploi, du coup ne sont pas considérées comme au chômage. Et donc ce qui veut dire que un certain et qui ne sont pas disponibles parce qu'elles ont des difficultés, par exemple, à garder leurs enfants. Ou des personnes qui sont disponibles, à l'inverse, mais qui ne cherchent pas. Typiquement, c'est une personne, un chômeur un peu découragé, il ne cherche plus, donc du coup, il sort de ce chiffre. Donc là encore, on voit que c'est une convention, finalement, la façon dont est défini le chômage au sens du BIT. Il y a un certain nombre de critères qui ont été définis au niveau international. Et qu'est-ce que ça donne à La Réunion? Donc, c'est assez compliqué de s'y retrouver dans les différents indicateurs en matière d'emploi, de chômage. Et donc, ce qui est important quand on entend parler d'un taux d'activité, d'un taux d'emploi, d'un taux de chômage, c'est de bien comprendre en fait ce qu'il y a derrière. Bien comprendre ce que signifie chaque ratio et notamment la population qui est retenue au dénominateur. Donc, on a essayé de résumer cela. On a 561 000 Réunionnais en âge de travailler, donc de 15 à 64 ans. Donc, on a d'un côté la population active, de l'autre la population dite inactive. Les actifs, c'est les personnes qui sont en emploi ou au chômage au sens du BIT. Donc, c'est 260 000 personnes qui sont au travail et 71 000 chômeurs. À côté de ça, on a les personnes qui sont inactives parce qu'elles ne travaillent pas. Et avec 2 sous-catégories, celles qui ne souhaitent pas travailler, les étudiants, les retraités, les personnes au foyer, mais aussi des personnes dites dans le halo, que je vous ai expliqué juste avant, donc des personnes qui souhaitent travailler, mais qui ne sont pas considérées comme chômeurs au sens du BT, compte tenu qu'elles ne respectent pas les 3 critères. Donc ce qui est au milieu, ce qui est un petit peu, ce qui est à la frontière finalement entre activité et inactivité, c'est ces personnes qui souhaitent travailler, qui n'ont pas d'emploi. Et donc certaines vont respecter les critères du chômage au sens du BIT, 71 000, et donc être classées en activité, au contraire des autres qui sont dans le halo. Et maintenant, quand on calcule ces ratios, en rapportant donc ce nombre de personnes concernées dans chaque catégorie à un dénominateur pour calculer des ratios, on peut vite se tromper. Ce qu'il faut notamment avoir en tête, l'indicateur phare, c'est le taux de chômage. En fait, le taux de chômage, il est calculé en rapportant le nombre de chômeurs à la population active, et non à l'ensemble de la population. C'est-à-dire qu'on va rapporter 71 000 à la population active, c'est 331 000, et pas les 561 000. Donc ça fait 21% des chômeurs qui sont... Enfin, c'est 21% des personnes en activité, donc potentiellement sur le marché du travail, en emploi ou au chômage, qui sont dans cette situation. Et si on calculait la proportion finalement de chômeurs dans la population totale, on est seulement à 13% quand on rapporte 71 000 à 561 000. Et puis, on a d'autres indicateurs, tels que le taux d'emploi, où là c'est un peu plus simple, puisque là, le dénominateur, de façon plus naturelle sans doute, est bien l'ensemble des personnes en âge de travailler. Donc le taux d'emploi, ça va être les 260 000 Réunionnais rapportés aux 561 000 Réunionnais en âge de travailler. Donc les 260 000 emplois, 260 000 Réunionnais qui travaillent sur l'ensemble des personnes en âge de travail.
Alors maintenant, un point de vigilance sur le fait qu'on peut faire dire plein de choses aux chiffres, hein, si on n'y prend pas garde. Donc premier élément important, hein, c'est l'effet questionnaire. Parce que la formulation des questions a une influence importante, volontairement ou non. Hein. Dans certains cas, évidemment, un institut de sondage peut éventuellement volontairement choisir un ordre de questions, hein, pour orienter un petit peu les choses. Et donc, dans certains cas, c'est involontaire. Donc, notamment la façon dont on tourne les questions. Hein. Êtes-vous d'accord? Donc là, c'est plutôt... on essaie un petit peu de mettre en avant la conformité sociale. Les verbes introducteurs aussi peuvent avoir une influence. La formulation des questions positives, négatives ou neutres. On va avoir en tête que quand on est questionné, généralement, on a plutôt tendance spontanément à vouloir répondre oui. Donc du coup, si la question est positive ou négative, ça peut orienter les choses. Et puis le vocabulaire utilisé aussi peut influer, hein, on le voit ici. Quand on emploie le terme de sécurité, est-ce que vous vous sentez en sécurité dans votre vie quotidienne? On a 19% qui répondent non. Et si on a la question qui est très proche, est-ce que vous êtes en insécurité dans votre vie quotidienne? Il y a 28% des enquêtés qui ont déclaré ressentir une certaine insécurité. Donc on voit qu'on a plus de personnes, finalement, qui vont déclarer une insécurité en employant ce terme d'insécurité. On a tendance du coup à ratisser plus large. Et donc avec des recommandations, hein, qu'il faut favoriser des questions précises et simples avec des termes accessibles à tous et non ambigus évidemment, hein, parce que si c'est un petit peu ambigu, du coup on s'expose au risque d'une mauvaise compréhension par la personne enquêtée. Donc éviter des questions vagues. Hein. Typiquement, pour chacune des personnalités politiques suivantes, est-ce que vous avez plutôt une image positive ou une image négative? Qu'est-ce que ça veut dire une image positive, négative? Est-ce que ça veut dire qu'on trouve que la personnalité est finalement... on a une bonne image de la personnalité, on trouve qu'elle fait bien son travail, mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'on adhère à ses idées. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une bonne image ou une image négative? Le risque aussi des questions trop compliquées. Ne pensez-vous pas qu'il faudrait interdire? Donc là, il y a une gymnastique. Et puis, il y a certains mots compliqués, voilà, qui, au moins, quand on s'adresse au grand public, avoir en tête qu'on a évidemment dans la population des niveaux de formation culturelle très différents. Donc, dans certains cas, on ne sait pas forcément ce que ça veut dire. Et puis, il y a des questions aussi qui peuvent être éminemment très gênantes, hein, typiquement sur la sexualité, sur l'argent, sur les violences intrafamiliales, par exemple. Et donc, on peut s'interroger sur l'honnêteté de la réponse si on n'a pas un dispositif un peu particulier, tel que, par exemple, demander à la personne interrogée de s'isoler, hein, typiquement par rapport au fait de violence. Le principe, c'est que l'enquêteur, il va proposer à la personne interrogée de répondre avec un casque pour pouvoir du coup répondre de façon honnête, même s'il y a un conjoint potentiellement violent qui est à côté. Et donc pouvoir répondre honnêtement à des questions qu'on peut poser, par exemple sur les violences intrafamiliales. Autre exemple aussi que l'enchaînement des questions peut avoir un impact important. Donc là, par exemple, premier sondage où on demandait qu'est-ce qui est le plus vrai selon vous entre les politiques environnementales pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur de l'automobile vont avoir de lourdes conséquences sur l'emploi et la création d'une taxe écologique prélevée sur les revenus contribuera à réduire le pouvoir d'achat des Français. Donc là, on voit qu'on propose deux affirmations. Hein. On voit bien que par rapport à ces politiques environnementales telles que la création d'une taxe écologique, hein, y a évidemment du pour et du contre. Hein.
Ça peut être... non, alors sur la gauche, on ne sait pas forcément du pour. Alors, du coup, là, enfin, voilà, il y avait deux affirmations. Alors, après avoir bien réfléchi, que pensez-vous des mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre? Donc, on avait 69% des personnes qui étaient pour. Et alors, à droite, c'était, en fait, on n'avait pas de questions amorces. C'est-à-dire que on demande tout simplement, sans influencer, hein, voilà, c'est une question directe, sans influence, spontanément, quand on vous dit qu'est-ce que vous pensez des mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, quand on n'y réfléchit pas plus, finalement, on se dit, oui, il faut y aller, on est pour. Donc là, on voit que si on est arrivé à un chiffre moins important, à 69% sur la gauche, c'est parce que il y a eu des affirmations finalement préparatoires où on rappelle les conséquences négatives que ça peut avoir, en l'occurrence sur le pouvoir d'achat, et puis les conséquences sur l'emploi. Si j'ai un peu hésité tout à l'heure, c'est parce que je pensais conséquences sur l'emploi qui peuvent être aussi positives par rapport à tout ce qui est des développements durables, où on sait que toutes les mesures qu'il faudrait prendre peuvent aussi avoir des conséquences sur l'emploi, tous les investissements. Donc en lisant vite, je pensais que c'était à la fois voilà, qu'il y avait le pour et le contre qui était évoqué. Évidemment, dans les choix des réponses, c'est assez différent selon qu'il y a des propositions définies ou libres. Il vaut mieux quand même laisser la possibilité de ne pas se prononcer plutôt que de forcer l'enquêté à se positionner. Enfin, il vaut mieux que quelqu'un renonce à répondre à la question plutôt que répondre un peu au hasard. Et c'est mieux aussi d'avoir autant que possible autant de modalités positives que négatives dans le choix des réponses. Je vais peut-être avancer un peu parce que je vois que l'heure tourne. Voilà, un exemple marquant sur l'ordre des réponses. Donc là, on demande quel est le souci principal dans la société actuelle. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que si on commence par dire est-ce que le chômage est pour vous le souci numéro 1, est-ce que c'est le tourisme ou autre, le terrorisme, pardon, et autres, on peut voir que si on commence par le chômage et on finit par la délinquance, dominical, on proposait trois réponses possibles. Est-ce que vous êtes prêt à travailler le dimanche? Donc 33% disent non, mais les autres se partagent entre peut-être de temps en temps ou toujours. Et donc là, interprétation du journal du dimanche, les Français veulent travailler le dimanche parce que 67% se sont dit favorables au travail le dimanche. Non, il y aurait 50% qui ont dit peut-être de temps en temps. Ce qui ne veut pas forcément dire qu'ils y sont favorables. Alors, quelque chose aussi d'important, c'est de bien distinguer, de bien faire la différence entre corrélation et causalité. Là, c'est un exemple avec où on a classé l'ensemble des pays selon la consommation de chocolat d'une part et le nombre de prix Nobel reçus. Donc on peut voir que plus on consomme de chocolat, plus on a eu des prix Nobel. Donc évidemment, consommation de chocolat et nombre de prix Nobel reçus dans un pays sont corrélés, mais on ne peut pas parler de causalité. Donc est-ce que le chocolat, est-ce que consommer de chocolat fait qu'on est plus brillant et a le prix Nobel? Donc est-ce que le chocolat rend intelligent? Je ne pense pas. Et à l'inverse, est-ce que la causalité, c'est quand on célèbre le prix Nobel, on mange du chocolat et donc on consomme plus? Donc c'est pas des causalités, c'est une corrélation, il y a un lien indirect, et donc évidemment l'hypothèse
la plus plausible, c'est qu'un pays riche dispose de plus d'argent pour l'éducation et la recherche, et qu'il ait plus de richesse pour sa population. Pour Bourgogne-Franche-Comté, on représente le taux de pauvreté par département. On peut voir que plus c'est foncé, plus le taux de pauvreté est élevé. Donc on a pris une maille qui est le département. Mais évidemment, si on prend une maille plus fine, on ne va pas avoir tout à fait la même chose. Puisque au sein de départements où le taux de pauvreté était plutôt bas, on peut voir qu'une grande ville comme Besançon a un taux de pauvreté beaucoup plus élevé. Le bassin de vie de Dole aussi peut être au milieu d'autres bassins de vie où le taux de pauvreté est plus bas. Et à l'inverse, dans l'Yonne, donc aux environs d'Auxerre, on a un taux de pauvreté plus haut. On a une enclave, Chablis, avec le vignoble, où au contraire le taux de pauvreté est très bas. Donc on voit que la carte est très différente selon la maille qu'on retient. Et puis on peut aussi essayer de faire passer des messages en trichant un petit peu sur les graphiques et notamment sur les axes. Donc là, c'est un graphique publié par Le Point où manifestement, il voulait mettre en évidence que le salaire des salariés d'Air France, des commandants de bord, des pilotes sur Air France, était beaucoup plus élevé que chez des concurrents Swissair et Lufthansa. Et donc quand on voit ce graphique, en effet, on voit que le bâton rouge, il est presque 3 fois plus élevé que dans les autres compagnies. Pourquoi? Parce que en fait, ils ont fait un zoom sur le haut de la distribution, ils n'ont pas commencé l'axe à 0. Et si on commence l'axe à 0, on voit que la différence, elle est quand même assez différente. Certes, il y a un écart de 60 à 70 000 euros, mais c'est pas ça, il ne faut surtout pas interpréter comme un rapport de 1 à 3 des niveaux de salaire, c'est qu'il y a un écart ça doit faire 20% à peu près. Voilà. Même chose, un taux de participation de grève SNCF, une communication de la SNCF qui ne commence pas son axe désordonné à 0. Du coup, dit, vous voyez, il y a beaucoup moins de grévistes d'une semaine à l'autre. On passe de 22,5 à 19,8%, donc on a en effet l'impression d'un effondrement du taux de grévistes. Si on prend un graphique qui est quand même plus juste en commençant à 0, on ne peut pas parler d'effondrement. Certes, il y a une petite diminution du nombre de grévistes, mais on n'est pas sur une chute si marquée que cela. Autre exemple de bons communicants, donc c'est Steve Jobs, donc l'ancien PDG d'Apple, qui présente ses résultats, et qui nous dit que Apple a 19,5% du marché des smartphones aux États-Unis et qui va pour cela s'appuyer sur un graphique en 3D. Et donc en vert, on a la part de marché d'Apple. Alors c'est plus ou moins visible, mais on voit que sans effet 3D, si vous comparez les deux, là on oriente un peu, on a tendance en fait tel que c'est présenté en 3D, on a l'impression que grosso modo Apple est peut-être pas le leader, mais en tout cas a une place importante de l'ordre du tiers ou du quart, alors qu'en fait sur la droite on voit qu'il est plutôt moins bien placé, enfin ça reflète davantage la réalité, donc on peut un petit peu orienter notre auditoire avec des graphiques en 3D. Autre exemple, cette fois-ci avec son successeur, toujours Apple, donc Tim Cook, qui veut sans doute nous dire que les ventes cumulées d'iPhone sont en train d'exploser. Donc on a ici représenté les ventes cumulées d'iPhone. Donc en voyant ce graphique, on a l'impression d'être convaincu. Mais c'est des ventes cumulées. Mais si finalement on s'intéresse aux ventes trimestrielles, là en fait c'est le cumul des ventes trimestrielles. Donc là on a un bâton où on montre les ventes trimestrielles.
Et donc on ne peut pas parler d'explosion, on peut voir que chaque trimestre, en effet, à partir de 2012, on a un peu plus de ventes d'iPhone, mais c'est pas multiplié par deux d'un trimestre sur l'autre. Donc là, c'était un peu faussé par le fait sur le graphique, on est en cumul, donc on peut commenter, même si on rajoute que 2 iPhones vendus à un mois donné, on augmente, la courbe monte. Et puis on peut avoir des erreurs de représentation, hein, volontaires ou non, hein, donc là c'est sur BFM TV, un sondage, l'opposition à telle mesure, 48%, un camembert, et camembert il fait plus de la moitié, donc est-ce une erreur d'un infographiste ou est-ce que c'est volontaire? En tout cas, un drôle de représentation, un drôle de camembert. Alors, dernier élément, hein, c'est que l'INSEE, on fait ce qu'on peut, mais on ne peut pas non plus faire tout seul. Et donc, il faut aussi, enfin là, on s'adresse plus particulièrement aux journalistes, hein, qui sont là pour relayer les informations, mais l'idée c'est aussi que tout le monde exerce bien son sens critique et bien conscience, encore une fois, hein, de ne pas non plus toujours s'arrêter au constat brut. On peut prendre l'exemple de l'écart salarial femmes-hommes. Et donc, il faut avoir en tête que quand on mesure un écart salarial, on commente un écart salarial, le niveau n'est pas le même, hein, la valeur n'est pas la même selon qu'on prend l'écart brut ou qu'on tient compte d'un certain nombre d'autres éléments. Donc quand on s'intéresse à la rémunération annuelle nette moyenne, on a 26% d'écart à peu près entre les hommes et les femmes. Mais on sait que les femmes sont davantage à temps partiel, donc si on corrige du temps de travail, donc si on s'intéresse à l'écart de salaire horaire, l'écart de salaire il n'est plus que de 16%. On sait aussi que femmes et hommes n'ont pas tout à fait les mêmes métiers, que les femmes vont être davantage sur des métiers moins rémunérés, hein, davantage des employés par exemple, hein, là où on a un peu plus d'hommes cadres que de femmes. Donc du coup, si on corrige la ségrégation professionnelle, c'est-à-dire qu'on corrige du fait que femmes et hommes ne sont pas sur les mêmes métiers, on a 13% d'écart. Et puis, il y a d'autres paramètres qui peuvent expliquer les écarts, l'âge, le secteur d'activité, la taille de l'entreprise, le type de contrat de travail. Donc tout cela, ça explique 2% encore. Donc on introduit d'autres éléments explicatifs, ce qui fait que on a encore 10% d'écart. C'est-à-dire que on essaie de décomposer cet écart, de voir pour essayer de voir d'avoir deux personnes exactement dans la même situation, un homme ou une femme sur le même métier, dans la même entreprise, avec le même volume de travail. Et donc malgré tout, il y a bien encore 10% d'écart, donc c'est la part non expliquée. Donc il y a d'autres explications, hein, ça peut être la discrimination et autres, mais c'est des éléments en tout cas qu'on n'a pas pu expliquer avec les informations qu'on a. Alors là c'est aussi un exemple d'interprétation très différente, hein, de deux médias qui ne sont pas du tout du même bord politique, hein, Le Figaro et l'Humanité. Donc par rapport à une étude de l'INSEE, c'est que les très hauts revenus en 2015, 1% de la population perçoit 7% des revenus et 30% des revenus du patrimoine déclaré. Donc Le Figaro, qu'est-ce qu'il retient de cette étude? C'est que 1% des Français et un quart de l'impôt sur les revenus. Donc mettre en avant qu'un tout petit nombre finalement concentre les impôts. Alors que l'Humanité, qu'est-ce qu'il retient? C'est que le 1% le plus riche a pourtant de quoi ruisseler. Donc
on voit bien hein, que les statistiques, finalement, elles ont une particularité majeure, c'est qu'elles ne sont jamais les mêmes selon qu'elles sont avancées par un homme de gauche ou un homme de droite. Donc un homme de gauche et un homme de droite ne vont pas interpréter de la même façon un résultat, une étude telle que celle-ci sur quelque chose d'assez clivant comme la répartition des revenus et les impôts qu'on peut payer sur ces revenus. Donc pour aider à bien comprendre hein, toutes nos méthodes, toutes nos statistiques, hein, on a développé un certain nombre d'outils pédagogiques, hein, tels que des vidéos, hein, on a fait ça il y a 5 ans, 10 vidéos thématiques en collaboration avec le rectorat pour expliquer un petit peu nos méthodes. Et puis, point important, hein, c'est que pour savoir prendre du recul, pour bien comprendre, hein, au-delà du constat brut, c'est important de savoir prendre du recul temporel pour analyser les phénomènes actuels. Donc là, c'est par rapport à la question de la mortalité en lien avec la crise du Covid. Donc on a représenté ici le nombre de décès quotidiens, voilà, chaque année depuis 2010, et puis en rajoutant quelques épisodes marquants. Et donc c'est important de prendre ce recul pour comprendre que en dehors de cette période de crise sanitaire, on sait que l'hiver dans l'Hexagone, on a des épisodes de grippe saisonnière hein, qui sont plus ou moins forts. Et donc ça permet de voir qu'en effet, il y a certaines années, grippe saisonnière par exemple, hein, de 2016-2017, on a un pic en janvier qui est quand même assez important hein, par rapport à d'autres années. Donc selon les années, on peut avoir des pics. Mais que ce pic, il est quand même sans commune mesure avec celui qu'on a vécu au deuxième trimestre 2020. Qui est lui-même intéressant de comparer avec la canicule de l'été 2003, où finalement le pic à la canicule de l'été 2003 était plus haut, mais plus court, sur 2 semaines à peu près, là où le pic de la crise Covid a été un peu plus long. Je vais peut-être m'arrêter là et prendre des questions vu l'heure. Je pense que je fais... Alors, ce serait intéressant quand même une réponse simple là-dessus. Alors, une réponse simple, juste Google, c'est plus que l'INSEE sur les Français. Je vais faire très vite. Hein. Google, donc, et puis ses concurrents, hein, les GAFA, on appelle ça, hein, pour Google, Amazon, Facebook et Amazon. Apple. Amazon, Apple. Facebook et Google. Voilà. Donc, ils ont des traces numériques. Et on peut se dire, on n'a plus besoin de l'INSEE. Avec ces traces numériques, on sait tout sur les Français, sur notre consommation, sur nos besoins, etc. Et donc, en effet, ces traces numériques, c'est assez séduisant, c'est disponibilité immédiate, c'est assez homogène, c'est pas du tout coûteux à récupérer. Et puis, on n'a pas besoin de répondre à des enquêtes, puisqu'on va chercher directement les informations en fonction de la façon dont on navigue sur Internet. Mais il y a des limites. C'est que finalement, il n'y a pas... C'est l'exemple de Google Trends hein, qui sert à savoir finalement quels sont les... qu'est-ce qu'on a mis comme mots-clés dans les moteurs de recherche. Hein. C'est qu'il n'y a pas une grande cohérence temporelle, hein, parce qu'on ne sait pas bien finalement comment tout cela est traité, comment c'est corrigé. On ne sait pas derrière la recherche d'un mot-clé ce que ça veut dire, hein, quand on met un côté touristique augmente, est-ce qu'on consomme de plus en plus? Et puis c'est pas non plus représentatif parce que tous les utilisateurs de Google ne sont pas ceux d'autres moteurs de recherche comme Quant, Bing, donc si on s'intéresse uniquement à ces traces numériques laissées sur Google, les utilisateurs de Google, ils n'ont pas les mêmes caractéristiques que d'autres. Alors pour autant, l'INSEE utilise ces données dites de haute fréquence parce que ça peut nous aider en complément de nos enquêtes. Et donc, ce qu'on a pu utiliser assez récemment, hein, donc, ça s'est développé notamment avec la crise sanitaire, c'est qu'on s'est intéressé aux données cartes bancaires qui sont utiles pour savoir comment évolue
la consommation. Des données d'opérateurs téléphoniques qui ont servi pendant le confinement à voir notamment la fuite de personnes qui vivaient en région parisienne qui ont été vivre le confinement dans leur résidence secondaire ou des jeunes étudiants qui se sont réinstallés chez leurs parents. Des données sur le réseau de distribution d'électricité typiquement qui permet de voir si l'activité économique industrielle repart. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que par rapport à ces données séduisantes sur le papier de Google ou les autres, c'est que le volume ne fait pas tout, et notamment que la donnée ne fait pas l'information statistique. C'est ce que je disais au début, les données ne sont pas données, et donc ça ne suffit pas pour bien comprendre les phénomènes économiques et sociaux. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que ces données des GAFAM complètent et enrichissent celles qu'on recueille à l'INSEE dans sa statistique publique, mais qu'elles ne s'y substituent pas. Donc, pour en savoir plus, je vous renvoie à un billet de blog le blog de l'INSEE qui s'appelle « Google en sait-il plus que l'INSEE sur les Français ». Et pour conclure, du coup, une nouvelle citation de Denis Clerc, qui est le fondateur du magazine Alternative économique, qui considère, donc, pour sa part, que les statistiques, à condition de préciser ce qu'elles visent à chiffrer, demeurent un outil essentiel pour comprendre la société dans laquelle nous vivons. Donc, pour résumer un peu mon intervention, donc, bien avoir toujours en tête que derrière le chiffre, bien comprendre qu'est-ce qu'on cherche qu'est-ce qu'on a visé à chiffrer. Et donc au final, les chiffres ne disent n'importe quoi qu'à ceux qui croient n'importe qui. Merci. Et puis, je suis à votre disposition évidemment si vous avez encore des questions, si je ne vous ai pas trop assommé. Voilà. Alors vous avez eu le temps de préparer vos questions. Oui, Dominique, tiens, tu passes le micro. Bonjour. J'ai plein de questions, mais bon, je vais serrer. La diapo 64 que vous avez montrée, là, sur les données que l'INSEE utilise, justement, GIE, etc. Vous les avez achetées, ces données? Non. Alors justement, ça fait débat. Je parlais de données avec un opérateur téléphonique, donc ce qu'on a fait assez rapidement, et puis on avait déjà initié des travaux avec Orange, et donc en fait il y a eu un accord un peu dans la précipitation, enfin voilà, compte tenu de cette crise sanitaire, je pense qu'il y avait un intérêt commun, je dirais, pour l'INSEE, pour Orange, de montrer l'intérêt de ces données, parce que Orange a aussi des projets d'utilisation de ces données. Et donc on les a eu gratuitement, on a collaboré, mais quelques semaines plus tard, en fait, les opérateurs téléphoniques, on a voulu poursuivre cette collaboration, et les opérateurs téléphoniques ont demandé à ce que ce soit payant, mais notre directeur général s'y oppose. Enfin, il considère qu'on n'a pas, en tant qu'institut de statistique publique, à payer ces données pour lesquelles il n'y a pas de coût pour les opérateurs. Enfin, c'est des données qui sont dans leur système de gestion. Et donc, voilà où on en est. Alors, il y a un texte de loi, c'est la loi pour la République numérique, qui justement ouvre des possibilités pour recourir à des données privées. Ce qui nous a permis notamment de pouvoir recourir à ce qu'on appelle les données de caisse des magasins de grande distribution. En fait, de récupérer tous les tickets de caisse de ces entreprises pour pouvoir calculer un indice des prix. Donc c'est grâce à ce texte de loi que du coup la grande distribution est obligée de mettre à disposition ces données de caisse. Mais on voit que ce qui est vrai pour certains ne l'est pas forcément pour d'autres. Et il y a justement des discussions actuellement au niveau européen justement pour définir des textes un peu nouveaux, pour étendre encore ces possibilités, pour recourir davantage à des données privées de plus en plus nombreuses.
et qu'on sait maintenant manipuler, hein, parce que c'était aussi un enjeu fort de pouvoir, enfin on imagine hein, le nombre de tickets de caisse que ça représente, et il faut avoir des capacités de stockage et de traitement qui sont énormes. Enfin, il y a encore 5 ans, on ne savait pas faire. Bon. Oui. Vas-y Jean-Claude, oui. Oui, je voulais savoir si vous n'êtes pas en infraction avec la commission, la CNIL, justement, qui vise à protéger les données personnelles du sujet, et comment vous inscrivez en rapport de ces deux organismes qui sont en quelque sorte des organismes d'État. Parce que l'État lui-même n'est pas en infraction par rapport à lui-même. Oui, ben alors, la CNIL, du coup, est vigilante voilà, sur le respect des libertés individuelles. Donc, ce qui est prévu, voilà, donc on est soumis au secret statistique en tant que statisticien. Donc les données sont anonymisées hein, dans tout ce qu'on produit. Les statistiques, c'est des données agrégées, et donc on peut être amené quelquefois à accéder à des données individuelles hein, quand on s'intéresse aux revenus. Un chargé d'études qui va s'intéresser aux revenus, du coup, il va accéder aux données individuelles, donc il pourrait retrouver, compte tenu des informations, que telle personne qui habite à tel endroit a tel revenu. Donc elle est soumise au secret professionnel, donc dans son activité, elle peut se rendre compte peut tomber sur le revenu de quelqu'un qu'elle connaît, et donc elle est soumise au secret, donc elle doit le garder pour elle, premièrement. Et deuxièmement, dans ce qu'on diffuse, on doit respecter le secret statistique. Le secret statistique, c'est qu'il ne doit pas y avoir dans un tableau, qu'on diffuse, hein, si on dit il y a telle proportion par exemple de la population qui touche plus de 10 000 euros, si on a moins de 4 personnes, on ne peut pas diffuser cette information. Parce que si on a moins de 4 personnes, du coup, on risque d'identifier la personne. Enfin, le principe, c'est qu'il ne faut pas pouvoir identifier directement ou indirectement une personne. Donc c'est pour ça qu'il y a des règles. Donc ça, c'est pour les individus. Et pour les entreprises, le principe, c'est que il ne faut pas qu'une seule entreprise représente plus de 80% de la grandeur. Enfin, par exemple, si on a un tableau avec la répartition des chiffres d'affaires, si on a une seule entreprise qui fait plus de 80%, je ne sais pas, sur telle tranche de taille dans l'énergie, par exemple, hein, je ne sais pas si j'ai en tête par exemple la Mayotte que le seul opérateur c'est Total, ben, du coup on ne peut pas diffuser cette information parce qu'il y a un seul opérateur, ou en tout cas un opérateur qui fait plus de 80%. Donc voilà quelques exemples sur ces questions de respect en effet des informations. Oui, Dominique, vas-y. Oui, j'ai deux autres questions. Enfin, j'en ai plein, mais je vais trier. D'abord, une facile. Vous avez évoqué un blog, ce qui est très intéressant, effectivement, mais vous avez mis qui derrière? Des stagiaires ou des personnes confirmées pour répondre aux questions? Combien et à quel rythme réagissent-ils, à quel rythme temporel réagissent-ils à l'actualité? La question un petit peu plus délicate, c'est celle qui concerne... Enfin, je vais prendre deux exemples. Il y a des élections qui approchent. À chaque élection, il y a la possibilité de voter blanc. En principe, ces votes blancs doivent être décomptés. Mais souvent, on voit dans la presse les résultats qui sont affirmés haut et fort, comme si ces votes-là n'existaient plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ce type d'information? Un autre décompte du même style, c'est par exemple les votes à l'Assemblée nationale, avec en période d'accélération des procédures législatives et de crise sanitaire, où le nombre de députés est limité sur place et où des lois sont votées avec un tout petit nombre de personnes. Donc là aussi, qu'est-ce qu'on fait pour ce genre de résultats? Enfin, j'en ai plein d'autres comme ça sous le coude. D'accord. La question sur le blog, c'est pas un forum où on peut poser des questions et puis on répond de façon active. Hein, c'est que ça vient de notre initiative où on décide de s'emparer d'un sujet. Et donc c'est systématiquement un expert de lycée de haut niveau qui va
le dernier billet de blog, hein, c'était justement sur, sur la question du taux de chômage, où l'un des débats récurrents, c'est quelle est la différence entre taux de chômage au sens du BIT et puis demandeur d'emploi à Pôle emploi, donc où il expliquait la différence entre les deux, et donc c'est le responsable du département en charge de ces statistiques à l'INSEE, donc c'est systématiquement a priori le principal l'expert sur le sujet. Sur la question du vote blanc, alors ça compte pas, puisque du coup, pour avoir la majorité, on ne tient pas compte du vote blanc, alors qu'on pourrait se dire qu'on tient compte du vote blanc, et donc quelqu'un n'a pas la majorité s'il a que 47%, compte tenu que les votes blancs sont à 10% par exemple, et son adversaire à 40%, quelque chose comme ça. Par contre, ils sont quand même décomptés, mais du coup, c'est pas très visible, quoi. Et ça influe pas sur le résultat. Et la question après, oui, c'était les lois, enfin les décisions, les votes à l'Assemblée où il n'y a que peu de députés présents. Alors il me semble qu'il y a plusieurs cas. Je crois que dans certains sur le site de l'Assemblée nationale, du type de vote. Il y a le nombre de votants pour chaque décision, et notamment dans les tout débuts de la crise ou des périodes de confinement, un certain nombre de mesures ont été prises avec parfois moins de la moitié des députés qui étaient présents sur place. Donc ça, c'est une question de biais statistique quand on fonctionne avec des pourcentages, par exemple. Voilà. Oui, dans certains cas, un 55% de vote oui, c'est peut-être 10 personnes qui ont voté, enfin 10 députés sur les 589. Sur quelque chose de plus précis qui effectivement pose problème, c'est le taux de chômage ou de pauvreté. Alors, par exemple, sur le taux de chômage, les définitions changent souvent d'une année sur l'autre assez régulièrement. Par exemple, récemment, les critères ont changé. Il y a beaucoup de personnes qui ont été éjectées de Pôle emploi, mais qui sont en réalité toujours au chômage. Alors comment vous faites pour faire des comparaisons, par exemple, d'une année sur l'autre? Parce qu'en réalité, les règles changent régulièrement. Enfin, je veux dire, les critères nationaux pour les personnes au chômage changent. Oui, alors c'est justement l'objet du billet de blog que j'évoquais sur la différence entre le chômage du BIT et puis les données de demandeurs d'emploi. La définition du chômage donc de l'INSEE, c'est à partir d'enquêtes avec des critères définis par le Bureau international du travail qui sont les mêmes depuis au moins 40 ans. Hein. Je crois que ça a dû être défini dans les années 70, alors qui peuvent changer un tout petit peu à la marche parce que le questionnaire bouge ou autre, mais et parce qu'on on rénove un peu l'enquête, mais ça ne change pas fondamentalement. Et puis dans ce cas-là, on recalcule les anciens points. Donc cette mesure, elle est stable dans le temps, hein, sauf exception. Ce qui change en effet, c'est les données de demandeurs d'emploi à Pôle emploi. Où là, il faut avoir en tête que c'est avant tout une source administrative. Au départ, c'est avant tout des personnes enregistrées par Pôle emploi. C'est un fichier de gestion pour Pôle emploi qui s'en sert pour faire des statistiques. Mais avec des règles qui peuvent changer, en effet, un contexte qui peut changer, ce qui fait qu'à un moment donné, on peut être radié de Pôle emploi de façon plus stricte qu'à un autre moment en fonction de telle ou telle mesure prise, ou on peut être plus ou moins encouragé à s'inscrire à Pôle emploi. Selon les territoires, s'il y a plus de jeunes, un jeune qui peut pas être indemnisé, il n'a pas forcément d'intérêt à être inscrit à Pôle emploi. Donc on peut voir que du tout ces statistiques sont issues de Pôle emploi sont beaucoup plus fragiles. C'est pour ça qu'on incite plutôt à s'appuyer sur le taux de chômage INSEE, au sens du Bureau international du travail, qui est plus stable sur ce plan-là. Alors, je vous propose un exercice pratique pour qu'on comprenne bien comment vous procédez. Imaginons que ce soir, on vous demande de mesurer le taux de satisfaction des personnes présentes. Comment allez-vous faire? Vous envoyez quelqu'un là, voilà, questionner un par un les personnes à ce sujet-là, ou bien vous faites voilà, applaudimètre, ou bien vous faites lever les bras. Voilà.
concrètement et grossièrement, Alors, comment procéderiez-vous? Tirage aléatoire, donc du coup, on va dire que je prends une personne sur 3. Donc du coup, 1, 2, 3, 4, en prenant un nombre relativement important, hein, c'est-à-dire que si je prenais qu'une personne sur 10, donc je sais pas, vous devez être 20 à peu près, évidemment avec 2 personnes, je vais être beaucoup moins précis que si je prends tout le monde. Si je prends tout le monde, et si tout le monde répond, on peut se dire que ça va refléter la réalité, à condition que tout le monde réponde sincèrement. Mais on voit que c'est plus coûteux. Et moins je prends de personnes, plus c'est facile parce que du coup j'ai que deux personnes à interroger, mais plus le risque, plus la fourchette de mon indicateur va être risquée, parce que je risque de tomber sur 2 personnes. Peut-être qu'il n'y a que 2 personnes dans la salle qui sont satisfaites de leur présentation, et puis je vais tomber sur elles, donc je vais dire tout le monde était content. Alors que si j'en prends 8 par exemple, on peut se dire que sur 8 personnes, si j'arrive à 6 satisfaites et 2 insatisfaites, je suis sans doute pas loin de la réalité. La réalité était peut-être à 5-3 au lieu de 6-2, mais on voit que l'écart il est tout de suite moins important. Et dans notre façon de faire, on peut calculer précisément ce qu'on appelle un intervalle de confiance à 95%, c'est-à-dire qu'on peut dire que le taux de chômage qu'on calcule par exemple à La Réunion, si je vous dis que le taux de chômage actuellement il est 18%, on sait qu'il y a 95% de chances que sa vraie valeur elle soit à 19% à plus ou moins 3 points près. Donc on est capable avec nos méthodes de dire voilà la fourchette d'erreur. Alors, si j'envoie faire l'enquête une jeune personne très affriolante comme ça, êtes-vous satisfait de la soirée aujourd'hui? Et puis à côté, je fais la même enquête avec un vieux grincheux comme moi là qui dit content aujourd'hui. Alors, voilà, est-ce que les résultats seront les mêmes? Oui, il ne faut pas qu'il y ait une influence de la personne. Dans nos enquêtes, donc, on emploie encore pas mal de face-à-face, même si l'Internet se développe. Le principe, c'est que l'enquêteur soit le plus neutre possible et professionnel, et donc du coup, il doit inciter les personnes à répondre. Et après, ne surtout pas influencer, donc dérouler les questions de façon le plus intelligible possible pour influencer le moins possible. Ce qui renvoie à quelques recommandations que j'ai pu énoncer sur le fait que ce soit des questions simples, des choses aussi compréhensibles, et puis que dès que les questions sont sensibles, qu'il y ait un mode opératoire un peu différent, de type pouvoir s'isoler pour pouvoir répondre. Et alors, on est aussi confronté à ce qu'on appelle un effet de mode. Effet de mode, c'est sur le mode de collecte, parce qu'on sait qu'on ne répond pas de la même façon. Si on a un enquêteur en face, si on répond sur Internet, si on répond par téléphone, et puis on ne répond pas forcément de la même façon selon qu'on connaît l'enquêteur ou pas. L'enquête emploi, on est interrogé 6 trimestres de suite. Et donc, on peut se dire que, en face à face ou pas, on peut se dire que la première fois, on est confronté à un enquêteur. Si on est au chômage, on ne le connaît pas, on va lui dire je suis au chômage. Mais imaginez la situation où l'enquêteur revient 6 trimestres de suite et vous demande est-ce que vous êtes en emploi. Peut-être qu'au bout d'un moment, on va peut-être plus dire qu'on est au chômage, parce qu'on n'a pas envie de dire à l'enquêteur je suis toujours au chômage, je suis un loser. Voilà. Et puis on sait qu'on ne répond pas de la même façon en face à face devant un enquêteur et sur Internet. C'est plus facile sur Internet de dire je suis au chômage qu'un enquêteur je suis au chômage. Certains chômeurs vont peut-être pas forcément mentir, mais pas forcément remplir cette case en enjolivant un petit peu leur situation, parce que c'est toujours un peu délicat de dire à quelqu'un qu'on est en difficulté. C'est vrai pour ce type de choses. Et donc ça, on sait que du coup, si on passe d'un mode de collecte à un autre, on ne va pas tout à fait avoir les mêmes résultats. On a la même chose avec le recensement de la population,
qui a avant été questionnaire papier qui est passé sur Internet. Donc on a pu voir qu'il peut y avoir quelques écarts, et donc ça, il faut qu'on le corrige évidemment si on veut, si on veut refléter la réalité et ne pas faire croire qu'il y a une évolution qui en fait serait seulement due au mode de collecte et pas à la réalité. Bon, alors on prend la toute dernière question. Bonsoir. Alors comment l'INSEE comptabilise des étrangers, des migrants qui n'ont pas de papier? Comment c'est comptabilisé ça, quand les gens n'ont pas de papier? Et puis ma deuxième question, bon, l'INSEE, le système, on dit la pauvreté, c'est stable. Mais qu'est-ce que ça veut dire stable? La pauvreté, ça devrait être zéro. Quand on voit à Strasbourg, cette année on a brûlé 100 voitures, oh ben c'est stable, 100 voitures, c'est bon. Non, c'est 0 voiture qui devrait être comptabilisé. Vous voyez ce que je veux dire, quoi? Le système, il tolère, quoi, une centaine de voitures, oh ben c'est normal, c'est stable, quoi. La délinquance, oh ben c'est stable aussi, quoi. Il n'y en a pas plus que les dernières, quoi. Mais on ne fait rien pour baisser la délinquance. Voilà. Puis alors, il y a une chose que je ne comprends pas avec l'INSEE. Comment ça se fait? Moi, je suis un fonctionnaire retraité, je ne peux pas passer à travers les mailles du filet. Comment ça se fait qu'il y en a qui ont des loyers qui ne sont pas déclarés aujourd'hui, en 2022, ici à La Réunion? Puisqu'il y a une économie souterraine, on connaît, hein? Comment ça se fait qu'aujourd'hui l'INSEE n'arrive pas à contrôler ou les impôts des gens qui ont des loyers non déclarés en 2022? Alors, sur la première question, on voit votre dernière question. Hein. Donc, on ne fait pas de contrôle à l'INSEE, hein, et on est là pour produire des statistiques, des données agrégées, et ça renvoie à ce que vous disiez par rapport à la CNIL, à la vigilance de la CNIL. Si justement on veut pouvoir alimenter le débat public avec des chiffres qui sont de qualité et bien mesurer les choses, il faut avoir la confiance des personnes ou des entreprises qu'on interroge. Donc de leur assurer qu'ils ne vont pas avoir de soucis, que si ils déclarent une situation qui n'est pas... ils enfreignent la loi, hein, de type en effet, par exemple, de ne pas avoir d'être sans papier. C'est une question qu'on a posée à Mayotte, hein, dans une enquête. Ça s'appelait Migration, Famille, Vieillissement. Hein, c'est la façon dont on a pu mesurer qu'il y avait à peu près la moitié des étrangers qui n'avaient pas de papier à Mayotte. Donc si on a pu obtenir cette information-là, c'est parce qu'on a assuré les personnes enquêtées qu'on n'allait pas fournir nos fichiers à la préfecture, aux forces de l'ordre. Et donc on ne fait pas de contrôle par rapport aux revenus, hein, par rapport aux revenus qu'on peut avoir sur les... De toute façon, on ne fait pas de contrôle individuel. On va agréger toutes les données. On a 100 déclarations de revenus, on va les agréger. Votre question au milieu... À propos des déclarations de loyer, etc. Non, il y avait autre chose au milieu, je ne sais plus. C'était la fin, ça. Ah oui, stabilité. L'indicateur, il monte, il est stable ou il descend. Enfin, ça, c'est le... C'est pas... En effet, c'est pas le... On est à 14%. Ça veut dire qu'il est au même niveau. Ça ne veut pas dire que, évidemment, le phénomène n'existe plus. Donc, même exemple avec les voitures brûlées, en effet, les voitures brûlées, s'il y en avait 100 une année, il y en a 100 la suivante. Quand on dit stabilité, c'est que ça ne s'est pas aggravé, ça ne s'est pas amélioré. Mais le problème, entre guillemets, est toujours là. Après, à chacun de juger si 100 voitures volées, c'est beaucoup ou pas. Et c'est là que c'est important d'avoir le recul temporel. Parce que si c'était 300 2 ans plus tôt, et puis c'est toujours pareil, c'est en absolu, en relatif. C'est pareil pour le taux de chômage. Hein. Quand on dit un taux de chômage de 19% à la Réunion, en absolu ça ne parle pas forcément. En relatif, quand on sait qu'il est à peu près de 8% dans l'Hexagone, tout de suite c'est plus parlant et on se dit, bah oui, il y a encore du chemin avant d'être au plein emploi, ou en tout cas d'être dans les standards de l'Hexagone.
Alors, je vais terminer par une plaisanterie parce que sans doute, là, vous allez repartir en vous disant est-ce que ce sont des chiffres fiables ou non? Alors, je vous propose de rebaptiser l'INSEE parce que, évidemment, vous allez tous vous dire, de toute façon, on peut pas s'y fier, INSEE. INSEE, rien, évidemment. Donc voilà, vous allez rebaptiser en IC. IC tout, et alors cette fois-là, vous serez fiable. Voilà, c'était une plaisanterie. Merci de votre présence. Merci à vous. Et je vous invite à revenir dans 15 jours avec Oh-Hai Kwang qui présentera donc une conférence sur la Réunion, de la plantation au capitalisme, et maître de conférence en économie. Donc là, vous aurez une lecture de ce qu'a été l'économie depuis les années 1946 jusqu'à 2020, c'est-à-dire une large palette d'années, si vous voulez, pour mieux comprendre l'économie de la Réunion. Voilà. Je vous remercie de votre présence. Venez avec d'autres personnes la semaine prochaine. Que la trentaine que nous étions aujourd'hui fasse la soixantaine pour la semaine prochaine, dans 15 jours. Merci encore.